Définition, d'abord, qu'est-ce qu'un thrombus? Un thrombus, donc c'est un caillot, hein, c'est le terme qu'on utilise donc en langage vulgarisé, un caillot qui adhère à l'endothélium vasculaire. Le thrombus se forme dans des conditions physiologiques. Dans le cas d'un mécanisme de protection naturelle contre les pertes sanguines, c'est-à-dire que le thrombus, physiologiquement, va se former lorsqu'il y a une lésion au niveau d'un vaisseau, avec risque de perte sanguine, et donc ce thrombus va venir colmater cette lésion. Donc ce mécanisme de protection naturelle, au cours duquel se forme le thrombus, ça s'appelle la coagulation sanguine, encore appelée hémostase. Et l'hémostase, donc, elle se fait en deux temps, hémostase primaire, hémostase secondaire. Nous allons revoir en quoi consistent ces deux phases ensuite. Le thrombus, il peut également se former dans des conditions physiopathologiques. Et là, je vous ai cité deux exemples. Dans le cadre de l'athérosclérose, alors je ne sais pas si vous avez eu le cours sur le système cardiovasculaire, mais vous verrez hein, la notion de plaques d'athérome. Et sur ces plaques d'athérome peuvent se former des thrombus. Donc là, ça n'a pas pour objectif de protéger le vaisseau. Là, c'est vraiment dans des conditions pathologiques. Dans le même ordre d'idée, la stase veineuse, hein, vous le savez, quand on est immobilisé, on a plus de risques de faire une phlébite. Donc là, typiquement, ce sont des thrombus qui se forment dans des conditions pathologiques, donc il nous faudra mettre en place un traitement pour lutter contre la formation de ces thrombus. Traitement préventif ou traitement curatif. Et c'est donc, ce sont les traitements que nous allons voir aujourd'hui. Donc, rappel sur la coagulation sanguine. Donc, je vous ai dit deux étapes, hémostase primaire, hémostase secondaire. Dans l'hémostase primaire, on a donc un petit schéma ici qui représente le vaisseau. Et là, nous avons une lésion au niveau de ce vaisseau, une lésion au niveau de l'endothélium vasculaire ici. Et on voit qu'arrivent des plaquettes ici qui vont s'agréger au niveau de cette lésion. Donc, on a deux choses. On a également donc, une vasoconstriction hein, au niveau de ce vaisseau qui va favoriser justement l'agrégation de ces plaquettes. Alors, on parle de thrombus blanc puisqu'il n'est formé, ou clou plaquettaire parce qu'il n'est formé que de plaquettes. Ce sera à ce niveau que vont agir les anti-agrégants plaquettaires. Hein. Comme leur nom l'indique, anti-agrégants plaquettaires, ils vont agir au moment de l'hémostase primaire, donc lors de l'agrégation des plaquettes. Hémostase secondaire, on voit sur ce schéma, on voit les plaquettes qui sont au niveau de la lésion et on voit dessus, sur ces plaquettes, comme un filet de pêche jaune. En fait, c'est un réseau de filaments protéiques qu'on appelle fibrine. Ce réseau de fibrine va venir piéger un certain nombre de cellules sanguines. Alors, on avait déjà les plaquettes, mais vont également être piégés des globules rouges et des globules blancs. Cette fibrine, elle est obtenue à partir du fibrinogène par action d'une enzyme qu'on appelle la thrombine. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut transformer le fibrinogène, qui est soluble hein, au niveau plasmatique, en fibrine qui, elle, est insoluble. Donc ça se fait sous l'action de la thrombine, qu'on appelle également facteur 2A. J'aurai l'occasion
de vous en reparler. Et cette thrombine est elle-même obtenue à partir de la prothrombine. En fait, c'est quelque chose qui est assez complexe. Je vais vous en montrer une diapositive après. Vous avez toute une cascade de réactions qui se forment au moment de l'hémostase secondaire. Vous avez un certain nombre de facteurs de la coagulation qui vont agir en cascade pour transformer la prothrombine en thrombine. Et cette thrombine va permettre la transformation du fibrinogène soluble en fibrine insoluble. Et là, donc, c'est le site d'action de la première famille que nous allons voir aujourd'hui, que sont les anticoagulants. Sur cette diapositive, justement, vous avez cette cascade de réactions qu'on appelle la coagulation sanguine. Alors, vous voyez que ça part de la lésion vasculaire. Vous avez ensuite intervention de nombreux facteurs de la coagulation. Et on a donc, ça résume ce que je viens de dire, à gauche, on a l'hémostase primaire avec l'agrégation des plaquettes qu'on appelle également thrombocytes. Thrombocytes et plaquettes, c'est la même chose. Donc, agrégation avec formation du thrombus blanc. Vous avez ensuite l'hémostase secondaire avec formation de la fibrine. Et on a création du thrombus définitif avec, je vous ai cité la thrombine, mais vous voyez que vous avez un certain nombre de facteurs qui interviennent en amont. Et puis, dernière étape, il faut bien qu'à un moment ou un autre, ce thrombus soit désagrégé, sinon ça va obstruer le vaisseau, donc il faut qu'il y ait cicatrisation, donc il faut lyser la fibrine, donc cette étape de fibrinolyse qui est régie donc, par la plasmine. Nous allons distinguer les thromboses veineuses des thromboses artérielles. On va prendre ce qui arrive le plus souvent, à savoir les thromboses veineuses. C'est ce qu'on appelle également les phlébites. Ces thromboses veineuses, elles vont apparaître le plus souvent au niveau d'un membre inférieur. On a 90% des phlébites apparaissent au niveau du mollet. Mais on peut aussi en voir apparaître au niveau des membres supérieurs. Elles peuvent se former également au niveau d'une veine cérébrale. Ces phlébites, elles ont un caractère de gravité parce que ce que l'on craint, c'est la complication que l'on appelle embolie pulmonaire. En fait, ces phlébites, donc c'est un thrombus qui apparaît au niveau d'une veine. Ce thrombus, on a dit qu'il était fixé à l'endothélium vasculaire, mais il peut se détacher, passer dans la circulation sanguine et atteindre les artères pulmonaires, boucher les artères pulmonaires, et c'est ce qu'on appelle donc l'embolie pulmonaire. Et là, c'est une urgence médicale, il faut agir rapidement. En ce qui concerne les thromboses artérielles, elles vont générer l'angor. Alors ça, je vous demande de regarder dans votre cours sur le système cardiovasculaire. On va vous parler d'angor, on va vous parler d'infarctus du myocarde. Tout ça, c'est lié à des thromboses donc artérielles. On a également les accidents ischémiques cérébraux. Les accidents vasculaires cérébraux peuvent être de deux types, soit ischémiques, soit hémorragiques. Donc là, en l'occurrence, lorsqu'il y a un thrombus, on parle d'accidents ischémiques cérébraux. Et puis, on peut avoir également l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. En fait, c'est une artère qui irrigue les jambes. Alors, ça peut être l'artère fémorale, qui est bouchée partiellement par un thrombus, ce qui fait que les jambes sont moins bien irriguées. Et ces personnes qui souffrent d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, quand elles marchent, elles souffrent de crampes, en fait. C'est mal irrigué, donc elles ont des crampes. Elles ont un périmètre de marche qui est réduit.
Si on continue à faire la distinction entre thrombose veineuse et thrombose artérielle, on voit aussi qu'elles ne se forment pas dans le même contexte. On a déjà commencé à l'évoquer. Les thromboses veineuses, ça va être plutôt lors de stase sanguine. Alors, vous le savez, notamment en post-opératoire, lorsque les personnes sont alitées, elles ont plus de risques de faire une phlébite. Également en postpartum. C'est lié à une hypercoagulabilité et ce sont des thrombus qui sont riches en fibrine. Ce filet de pêche que nous avions vu qui se forme au moment de l'hémostase secondaire. Donc cette fibrine est particulièrement présente dans les thromboses veineuses. En revanche, c'est pauvre en plaquettes. Les traitements préventifs mis en place dans le cadre de ces thromboses veineuses reposent sur les anticoagulants. En ce qui concerne les thromboses artérielles, là c'est plutôt, donc, on le citait précédemment également l'introduction, au niveau d'une plaque d'athérome, qui va se former le thrombus. C'est plutôt donc dans des artères, dans des systèmes vasculaires à débit rapide. Ils sont riches en plaquettes et pauvres en fibrine. Et donc, le traitement préventif repose plutôt, alors pas uniquement, mais essentiellement sur les anti-agrégants plaquettaires, puisque c'est riche en plaquettes. On est dans l'hémostase primaire, anti-agrégants plaquettaires. Bien sûr, on va associer également la lutte contre les facteurs de risque. Alors, pour les thromboses veineuses, c'est l'immobilité. C'est pour ça qu'on mobilise les patients très rapidement après les opérations. Et puis, en ce qui concerne les thromboses artérielles, eh bien là, c'est tous les facteurs de risque cardiovasculaires. Donc, on va revoir le régime alimentaire, préconiser une activité sportive, lutter contre le tabagisme, l'hypertension artérielle, etc. Tout ça, ce sera vu donc dans le module cardiovasculaire. Donc, au niveau du coup, alors peut-être, est-ce que vous avez des questions concernant cette première partie introductive? Alors, je continue. Donc, au niveau du plan du cours, nous avons donc les traitements anticoagulants dans un premier temps, et je vais distinguer les traitements anticoagulants par voie parentérale de ceux qui sont utilisés par voie orale. Donc, nous commencerons par les anticoagulants par voie parentérale avec donc les héparinoïdes, on les verra ensemble, l'argatroban. Par voie orale, nous verrons les antivitamines K et les anticoagulants oraux directs qui sont relativement récents. C'est vraiment cette famille d'anticoagulants a vraiment bougé ces dernières années. Il y a pas mal de nouvelles molécules qui sont apparues. Et puis, nous verrons ensuite les antiagrégants plaquettaires. Donc, anticoagulants par voie parentérale, nous allons commencer par voir donc, les héparines et le fondaparinux. Nous finirons par danaparoïde et argatroban. Alors, nous commençons par les héparines. Il faut savoir que vous avez deux groupes d'héparines. Les héparines standards non fractionnées. Alors, l'héparine, elle est sécrétée physiologiquement au niveau de nos poumons. C'est quelque chose qui est physiologique. Ces héparines standards non fractionnées, ce sont des grosses molécules qui font à peu près 30 kg d'actone. Ces héparines standards non fractionnées que vous verrez ensuite dans le diaporama, avec ce code HNF, héparines non fractionnées. Elles ont été partiellement découpées. Elles ont été fractionnées pour obtenir ce qu'on appelle les héparines de bas poids moléculaire. Dans le diaporama, vous les retrouverez sous cette appellation HBPM, héparines de bas poids moléculaire. Elles font à peu près 5 kg d'actone. Les héparines non fractionnées, je vous ai dit 30 kg d'actone. Dans mon cours, je commence souvent aussi par vous donner les spécialités. Parce que vous êtes en stage, vous voyez passer un certain nombre de médicaments. Il y a des noms qui vous parlent.
Donc, je vous cite les spécialités pour que vous puissiez les reclasser dans la bonne famille de médicaments. Donc là, pareil, j'ai distingué donc, les héparines non fractionnées des héparines de bas poids moléculaire. Dans les héparines non fractionnées, donc à 30 kg d'alcool, nous avons l'héparine calcique ou l'héparine sodique. Donc l'héparine calcique, c'est la calciparine utilisée par voie sous-cutanée. L'héparine sodique, c'est l'héparine, c'est un générique en fait, qui est utilisée par voie IV. En ce qui concerne les héparines de bas poids moléculaire, vous avez donc franine, lovenox, fraxiparine, fraxodie, qui en fait sont deux spécialités à base de nadroparine, et inoep, tinzaparine. J'ai mis en rouge le parine ici, dans toutes ces DCI, c'est que ça constitue le segment clé, ça vous permet de reclasser, donc, dès que vous avez une DCI avec parine, ça fait partie du groupe des héparines. Alors, vous y connaissez mieux que moi en injection, parce que c'est vraiment une classe du coup qu'on rencontre très fréquemment au cours de vos stages. Donc, vous savez comment se fait l'injection dans un petit cutané de façon perpendiculaire. Alors, ça peut être injecté au niveau du ventre ou au niveau des cuisses. Là, c'est très patient dépendant. Certains... Il y a quelqu'un qui a fait un partage d'écran? C'est très patient dépendant. Certains trouvent ça plus douloureux dans le ventre, d'autres dans les jambes. Alors, nous allons nous pencher maintenant plus spécifiquement sur les héparines non fractionnées. Je ne peux pas vous donner une structure de ces héparines parce qu'en fait, ce sont des mélanges complexes de polysaccharides. Vous aviez vu en quoi consistent ces polysaccharides l'année dernière. Ce sont des enchaînements de sucre. Là, ils sont complexes, mais ils ont une caractéristique commune, c'est qu'ils portent tous des groupements sulfates. Alors, si vous vous souvenez plus ce que c'est qu'un sulfate, ce n'est pas grave, mais en tout cas, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est chargé négativement. Ces héparines sont extraites soit de la muqueuse intestinale de porc, soit de la muqueuse pulmonaire de bœuf. Sur ces polysaccharides, qui sont vraiment de grosses molécules complexes, dont on ne connaît pas exactement la structure, si ce n'est que ce sont des enchaînements de groupements de sucre sulfaté, mais on sait une chose, c'est que sur ces grosses molécules, en fait, la partie qui est intéressante pour l'activité est constituée de 5 sucres, donc un pentasaccharide. Donc sur ces gros enchaînements de polysaccharides, en fait, 5 sucres suffisent pour l'activité. Alors, comment fonctionnent ces héparines non fractionnées? Elles vont se lier à une enzyme qu'on appelle l'antithrombine. Alors, qu'est-ce que l'antithrombine? Qu'est-ce que l'antithrombine? L'antithrombine, c'est une enzyme, ici, qui va venir inhiber soit le facteur d'ISA, on le voit ici, ce facteur d'ISA qui est symbolisé par ce triangle rouge, vient se loger dans le site actif de l'antithrombine. Donc l'antithrombine, elle va inhiber soit le facteur d'ISA, soit la thrombine, ce qui a donné son nom, antithrombine. La thrombine se fixe également au niveau du site actif de l'enzyme antithrombine, et l'antithrombine va inhiber l'activité de la thrombine. Je vous rappelle que thrombine et facteur d'ISA, ce sont des facteurs de la coagulation qui, in fine, permettent la formation de la fibrine. Ça m'a saoulée. Les héparines, en se liant, à l'antithrombine, vont accélérer son action inhibitrice.
accélération par un facteur, vous voyez, 1000 à 2000, donc c'est énorme, de la vitesse d'inhibition des enzymes de la coagulation, à savoir le facteur DISA, facteur Stuart activé, ça c'est son autre nom, mais voilà, facteur DISA, et le facteur 2A, mais c'est ce qu'on appelle la thrombine. D'accord? Donc, comment ça fonctionne? Vous avez l'héparine qui est symbolisée ici, avec ce fameux pentasaccharide ici qui justifie à lui seul l'activité. Cette héparine vient se fixer sur l'antithrombine pour accélérer son activité inhibitrice du facteur DISA ou de la thrombine. Ce qu'on peut voir ici sur ce schéma, c'est que pour l'inhibition du facteur 10A, à la rigueur, seul le pentasaccharide suffit à l'activité. Pour l'activité antithrombine, ici, on voit que toute l'héparine vient en fait, comment dire, envelopper ce complexe entre l'antithrombine et la thrombine. Donc on a besoin en fait de toute la longueur de l'héparine pour avoir l'activité antithrombine. Je vous dis ça, si vous ne le mémorisez pas, c'est pas catastrophique. Est-ce que ça va? Parce que là, c'est un peu complexe. Est-ce que vous suivez bien? Ah, il y a une demande. D'Aurélie, d'Axel, pardon. Je vous écoute. Il y a Axel Belvert qui a levé la main. Est-ce qu'elle a une question? Non, j'ai pas levé la main, ça doit être mon ordinateur qui fait n'importe quoi. D'accord, bah vous la Excusez-moi. redescendez, c'est pas très grave, il n'y a pas de souci, vous l'enlevez comme ça si Ah, quelqu'un veut lever la main. Voilà, parfait. Si quelqu'un veut lever la main, comme ça je suis je désolée. Non, il n'y a pas de souci. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on fonctionne comme ça à ce moment-là. Vous levez la main et moi, je vous donne la parole. Donc, héparine non fractionnée, on va voir un peu les caractéristiques propres à ces héparines non fractionnées. D'abord, elles ont une demi-vie courte, en moyenne 1 heure. Effectivement, très court. Elles n'ont pas de spécificité d'axe de fixation, c'est-à-dire qu'on a vu que pour agir, ces héparines doivent se fixer à l'antithrombine. Eh bien, en fait, elles ne se fixent pas que à l'antithrombine. Donc, fixation non spécifique sur de nombreuses protéines et également sur des structures cellulaires. On a des protéines sur les cellules. Donc, elles vont notamment se fixer, ces héparines, sur les cellules endothéliales et sur les macrophages. C'est d'ailleurs comme ça qu'elles sont éliminées. Elles sont très peu éliminées par voie rénale, mais elles sont éliminées en fixant sur les cellules endothéliales ou macrophagiques. Il y a un micro qui est ouvert. C'est Pauline. Voilà, merci. Deuxième caractéristique de ces héparines non fractionnées, on a une grande variabilité interindividuelle de l'effet. Alors ça, c'est pas du tout facile. Ça ne facilite pas l'utilisation de ces héparines parce que si vous avez 10 personnes, que vous injectez la même dose à ces 10 personnes n'auront pas le même effet anticoagulant. Donc ça, c'est contraignant au niveau de l'utilisation. Deuxième point qui complique les choses, il n'y a pas de parallèle possible entre l'effet anticoagulant et la dose administrée. En fait, on a vu qu'il y avait une fixation non spécifique sur des protéines, qui est le mécanisme d'élimination. Et une fois que toutes ces protéines sont saturées, eh bien en fait, on va avoir l'effet qui va augmenter de façon exponentielle. Donc on n'a pas une augmentation linéaire de l'effet en fonction de la dose. On va avoir un effet à peu près linéaire au début, puis ensuite exponentiel lorsque tous les sites de fixation seront saturés. Donc on comprend que ces héparines, on reverra après, mais il y a un risque hémorragique important avec ces traitements, eh bien, ils sont de maniement difficile, donc il faut absolument une surveillance
biologique. On reverra cette surveillance par la suite, avec notamment dosage du temps de céphaline activé, un dosage quotidien. Dernier point, qui rejoint toujours cette notion de fixation non spécifique, les héparines peuvent se fixer sur une protéine qui est le facteur 4 plaquettaire. Et c'est à l'origine d'un effet indésirable grave qui est qu'on appelle la thrombocytopénie induite par l'héparine. Thrombocytopénie ou thrombopénie, ça veut dire quoi? Les thrombocytes, ce sont les plaquettes. Ça veut dire qu'on a un déficit en plaquettes. Et c'est un déficit en plaquettes qui est induit justement par le traitement à l'héparine. Alors, mémorisez bien aussi cette abréviation. Je vais parler de cet effet indésirable, donc thrombopénie induite par l'héparine, avec cette abréviation TIH. Ça, souvent en cours, quand vous étiez en face de moi, vos prédécesseurs, ils me redemandaient dans les diapositives après, c'est quoi TIH? TIH, c'est cet effet indésirable, thrombopénie induite par l'héparine. Alors, comment ça fonctionne? J'ai rajouté des diapositives donc pour essayer d'expliquer. C'est pareil, je trouve ça plus facile de mémoriser quand on comprend, mais si vraiment vous trouvez ça trop compliqué, ce n'est pas non plus une catastrophe si vous ne comprenez pas. Donc, les héparines, on a dit, c'est un mélange complexe de polysaccharides, et ils sont chargés négativement. Il s'avère que le facteur 4 plaquettaire, c'est une protéine qui est libérée par les plaquettes, qui est présente sous la forme de tétramères. C'est ce que vous voyez au niveau du diaporama. Vous avez ces 4 petits ronds verts. En fait, ce sont les tétramères de facteur 4 plaquettaire. Ces facteurs 4 plaquettaires sont chargés positivement. Et donc, on a une molécule négative qui rencontre une molécule positive. Tout ça, ça forme des complexes. Donc, complexe entre l'héparine et le facteur 4 plaquettaire, donc libéré par les plaquettes. Ces complexes sont reconnus par le système immunitaire, les lymphocytes, et on a production d'anticorps anticomplexes héparine et facteur 4 plaquettaire. Alors ici, c'est la même diapositive. On retrouve les tétramères de facteur 4 plaquettaire. On retrouve l'héparine en rose qui vient se complexer, la formation d'anticorps et ces anticorps qui viennent se fixer sur ces agglomérats de complexes héparine, facteur 4 plaquettaire. Tout ça vient se fixer au niveau de la membrane plaquettaire. Vous avez une plaquette représentée ici, puis on vous a fait un grossissement de la membrane plaquettaire. Donc ces agglomérats ici de facteur 4 plaquettaire d'héparine qui sont reconnus par l'anticorps, cet anticorps vient se fixer sur la membrane plaquettaire. Ça a plusieurs conséquences. Déjà, vous avez des microparticules qui vont être libérées au niveau plasmatique et vous aurez aussi libération de facteur 4 plaquettaire. Donc, il y aura une auto-activation de tout ça, vous voyez. En fait, ce sont ces facteurs 4 plaquettaires qui se lient à l'héparine qui, in fine, vont induire encore plus de libération de facteur 4 plaquettaire. En tout cas, ce facteur 4 plaquettaire et ces microparticules, elles vont entraîner une activation plaquettaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir formation d'un thrombus. Donc, c'est l'opposé de ce qu'on veut, en fait. On cherche à avoir un effet anticoagulant. Et là, en fait, par ce biais, on induit l'activation plaquettaire, donc avec formation de thrombus. Comme je me doute que vous n'avez pas forcément le temps de tout noter de ce que je viens de dire, je vous ai mis une diapositive qui est très moche, mais c'est en fait ce que je viens de vous raconter et résumé sur cette diapositive que vous retrouverez du coup dans le diaporama final. On passe maintenant aux héparines de bas poids moléculaire. Donc, elles ont une demi-vie plus longue, une posologie plus facile à établir, puisque là, on a vraiment
un effet qui est proportionnel à la dose. Une pharmacocinétique, donc indépendante de la dose, c'est ce que je viens de dire. En revanche, on a une élimination rénale. Donc là, ça va être un peu la limite du système, c'est qu'elles sont beaucoup plus faciles à utiliser, mais chez les personnes qui souffrent d'insuffisance rénale, eh bien là, on va hésiter à les utiliser. En fonction de la clairance à la créatinine, on va potentiellement ne pas utiliser ces HBPM, mais plutôt les héparines non fractionnées que nous n'avons pas. L'effet pharmacologique donc, est reproductible. Donc là, vous voyez qu'on a repris, c'est le même schéma avec l'antithrombine, mais on voit que les héparines, elles sont plus courtes que précédemment. On a toujours ce pentasaccharide ici qui est porté en activité, mais on voit qu'on n'a pas la même longueur au niveau de l'héparine, longueur qui était nécessaire pour inhiber la thrombine. Là, en l'occurrence, on a une action que sur le facteur 10A. Si vous ne mémorisez pas ça, c'est pas grave. Mémorisez qu'il y a une action, que ça favorise l'action de l'antithrombine. Hein, c'est déjà ça. Au niveau de la surveillance biologique, elle est simplifiée. Alors, les plaquettes, pourquoi? Eh bien, c'est à cause de ce risque de thrombocytopénie induite par l'héparine. On va en reparler après de cette surveillance biologique. Mais on n'a plus, comme précédemment, le TCA quotidien qu'on doit mettre en place lorsqu'on a un traitement par héparine non fractionnée. Alors, souvent, on me demandait quel est l'antidote des héparines, qu'elles soient non fractionnées ou de bas poids moléculaire. Eh bien, c'est sulfate de protamine. Voyons maintenant le fondaparinux. Alors, le fondaparinux, on le voit maintenant. Alors, c'est un complet de synthèse. Hein. Ce n'est pas, comme on vient le voir précédemment, un composé d'extraction. Là, c'est un composé de synthèse, mais ce n'est pas bête. C'est qu'en fait, ils se sont dit, puisque 5 sucres suffisent à l'activité, eh bien, synthétisons ce petit pentasaccharide. Hein. C'est ce qui a été fait. Donc, ce pentasaccharide de synthèse, il a l'intérêt d'avoir une demi-vie plus longue, donc de 17 heures. C'est pareil, on peut travailler à dose fixe. Le mécanisme d'action, c'est le même, il se lie à l'antithrombine et on comprend, c'est pareil que du coup on a une chaîne courte, donc on aura une action uniquement sur le facteur 10A et non pas sur la thrombine. Il y a de très rares cas de TIH, cet effet secondaire, donc thrombocytopénie induite par l'héparine. Pareil, surveillance biologique simplifiée et élimination rénale. On n'a pas d'antidote connu, en revanche, pour le fondaparinux. Eh bien, on va simplement, pour le coup, gérer, s'il y a un syndrome hémorragique, on va gérer ce syndrome hémorragique, mais on n'aura pas d'antidote administré. Alors, nous allons voir les caractéristiques pharmacocinétiques et des héparines et du fondaparinux, puisque tout ça est regroupé dans une famille qu'on appelle héparinoïdes. On voit qu'ils sont très proches au niveau du mécanisme d'action, etc. Donc là, au niveau de la pharmacocinétique, je vous ai mis un tableau avec donc en colonne héparine non fractionnée, héparine de bas poids moléculaire et fondaparinux. Et puis sur les lignes, donc on va comparer leur liaison au facteur 4 plaquettaire, leur clairance cellulaire, c'est-à-dire, je vous en parlerai après, l'élimination rénale et le passage transplacentaire, donc passage chez la femme enceinte, également passage dans le lait pour les femmes qui allaitent. Donc liaison au facteur 4 plaquettaire, on a bien compris que c'est ça qui induisait les thrombocytopénies induites par l'héparine. On a vu que ça existait donc lors de traitement, ça apparaissait lors de traitement avec l'héparine non fractionnée. Et le risque est de 1 à 5%, donc c'est quand même pas négligeable. Avec les héparines de bas poids moléculaire, c'est beaucoup moins fréquent, mais ça peut quand même exister. Et le fondaparinux, c'est encore plus rare, mais on a quand même quelques cas qui sont décrits. Donc j'ai mis non, mais il y a quand même quelques cas qui ont été décrits. En ce qui concerne la clairance cellulaire, en fait, c'est simplement
ce dont je vous parlais pour les héparines non fractionnées, c'est-à-dire que c'est cette fixation non spécifique aux protéines, aux cellules endothéliales, aux macrophages, qui fait qu'elles se retrouvent éliminées de la circulation sanguine comme ça. Donc la clairance cellulaire, eh bien oui, pour les héparines non fractionnées, et non pour les héparines de bas poids moléculaire et le fondaparinux, parce que héparines de bas poids moléculaire et fondaparinux sont éliminées par voie rénale. Donc là, attention, on surveille bien la fonction rénale et surtout, eh bien, on n'administre pas ces médicaments s'il y a une insuffisance rénale. sévère. Après, évidemment, ça dépend de la clairance. Passage transplacentaire et dans le lait, non, non. Alors, je n'avais pas mis l'année dernière parce que je n'avais pas recherché la valeur. Elle serait de 10% pour fondaparinux, donc c'est vraiment un passage très faible au niveau placentaire. Alors, au niveau toujours dans la pharmacocinétique des demi-vies et du coup, la demi-vie d'élimination, elle va déterminer le régime d'administration, une ou deux ou plusieurs administrations. Alors là, on compare toujours héparine non fractionnée, HBPN et fondaparinux. Et là, on va comparer colonne de gauche, la voie intraveineuse, avec la colonne de droite, donc, qui concerne la voie sous-cutanée. Donc, par voie intraveineuse, seules les héparines non fractionnées peuvent être utilisées, et même uniquement l'héparine sodique peut être utilisée par voie intraveineuse, avec une demi-vie très courte, je vous disais 1 heure, voilà, c'est 30 à 90 minutes. Donc, ça va nécessiter une injection IV en continu. Ces héparines non fractionnées peuvent également être utilisées par voie sous-cutanée. Donc là, la demi-vie est plus longue, de 8 heures. Mais du coup, voilà, le régime d'administration en sous-cutanée sera soit toutes les 8 heures, soit toutes les 12 heures. L'intérêt qu'on rencontre avec les héparines de bas poids moléculaire, c'est qu'elles ont une demi-vie plus longue, qui fait que pour les schémas préventifs, eh bien, c'est une seule injection sous-cutanée par jour. Pour les traitements curatifs, là, c'est variable, c'est fonction de la spécialité, c'est 1 ou 2 injections par jour. Et puis le fondaparinux, on l'a vu, lui, il a une demi-vie d'élimination de 17 heures, donc lui, c'est d'office une seule injection sous-cutanée par jour. Je vous ai remis ici la diapositive que je vous avais déjà présentée précédemment. C'est simplement que j'ai précisé effectivement les spécialités qui sont en traitement curatif à 2 injections et celles qui sont en traitement curatif à 1 injection par jour. Ce sont les dernières. Ces traitements anticoagulants qui sont fréquemment utilisés, surtout en post-opératoire, génèrent énormément d'accidents iatrogéniques. Iatrogéniques, vous savez, ce sont des effets secondaires liés aux médicaments. Deuxième cause d'accident iatrogénique. Et le risque principal, c'est bien sûr le risque hémorragique. Alors, ce risque hémorragique, vous voyez, c'est 1 à 4% d'hémorragie grave qui apparaissent en cours de traitement curatif, pas en préventif, mais en curatif. Donc, il faut faire très attention, notamment chez les personnes âgées. Ces personnes âgées qui, en plus, peuvent avoir une fonction rénale qui est diminuée, chez l'insuffisant rénal, lorsqu'il y a une association de plusieurs traitements antithrombotiques, lors de traitements prolongés ou en fonction de la dose, et puis s'il y a d'autres pathologies associées, qui peuvent potentiellement saigner. Donc voilà, faire très, très attention à ces traitements. Risque hémorragique important. Faire attention donc aux populations à risque avec ces héparines et fondaparinux, mais d'une manière générale, c'est quelque chose qu'on va retrouver avec tous les traitements anticoagulants et anti-agrégants planétaires que nous allons voir aujourd'hui. Dans les effets secondaires, alors cette fois,
uniquement des héparines, hein, je ne parle plus du fondaparinux, hein, on se concentre sur les héparines. Donc on retrouve ce que je vous ai expliqué précédemment, donc c'est thrombopénie ou thrombocytopénie induite par l'héparine. En fait, pour être plus précis, on a deux types. On a une première, un type 1 qui est précoce, transitoire, c'est-à-dire voilà, ça s'arrête tout seul, sans conséquence. Et puis, il y a ce que je vous ai décrit précédemment, le type 2, tardif, qui se produit entre le 5e et le 21e jour, qui est lié donc à la formation d'un complexe avec le facteur 4 plaquettaire, puis la production d'anticorps. Et c'est vraiment à cause de ces TIH qu'on va limiter le traitement aux héparines à, voyez, moins de 7 jours. On fera ensuite un relais par une anticoagulation par voie orale. C'est pour ça qu'on limite vraiment la durée du traitement par l'héparine. C'est vraiment pour éviter ce risque de thrombopénie induite par l'héparine qui arrive dans les 3 premières semaines. Autre risque que l'on rencontre avec ces traitements aux héparines, c'est le risque allergique, et notamment cutané. Donc on peut avoir des hématomes, alors des érythèmes, hein, des choses voilà, assez classiques, et puis on peut voir apparaître au niveau du site d'administration des nécroses. C'est quelque chose qui peut arriver. Et d'ailleurs, je ne voulais pas préciser précédemment, c'est dans ce cadre-là que peut trouver son intérêt le fondaparinux. Le fondaparinux peut être utilisé en cas d'allergie préexistante, connue aux héparines, donc chez un patient. On va du coup peut-être privilégier l'utilisation du fondaparinux qui génère moins de réactions allergiques. Et puis on a aussi mis en évidence des problèmes d'ostéoporose, mais c'est vrai que là, comme on est dans des traitements courts, c'est quelque chose qui est moins fréquemment observé. Au niveau de la surveillance biologique, on a la surveillance donc, avant le traitement et puis on aura la surveillance pendant le traitement. Donc avant le traitement, qu'est-ce qu'on vérifie? On vérifie déjà qu'on a une numération plaquettaire qui est correcte. Il y a déjà un déficit en plaquettes, on ne va pas prendre le risque d'injecter des héparines avec ce risque de thrombocytopénie induite par l'héparine. On vérifie effectivement également la coagulation sanguine avec un dosage de TCA et éventuellement de Tankwick. Et puis on vérifie également la fonction rénale avec dosage de la créatinine plasmatique. Ça, ce sera pour la mise en place d'un traitement par héparine de bas poids moléculaire. Ensuite, donc, pendant le traitement, je vous ai distingué donc, héparine non fractionnée à gauche et héparine de bas poids moléculaire à droite. On l'a dit, les héparines non fractionnées, elles sont difficiles à utiliser, à manier, donc un TCA quotidien. Et en fonction du résultat, on adapte les posologies. On va également surveiller de très près les plaquettes. Surveillance de la numération plaquettaire 2 fois par semaine pendant 21 jours. Bon, normalement, le traitement n'est pas aussi long, mais voilà, on va surveiller très régulièrement 2 fois par semaine la numération plaquettaire. Donc, on le fait avant le traitement, on le fait pendant le traitement. Pour les HBPL, on a dit que c'était beaucoup plus facile d'utilisation. On n'avait pas à mettre de surveillance en place. Il y a quand même des cas particuliers dans lesquels on va mettre en place potentiellement une surveillance. Les sujets âgés, les poids extrêmes, hein, dans un sens comme dans l'autre, grossesse, insuffisants rénaux et les patients à risque hémorragique. Donc, si on a un facteur de risque particulier chez le patient, on mettra en place un dosage de l'activité anti-10A. En fait, le TCA ne sert à rien dans le cas des héparines de bas poids moléculaire. On va mesurer l'activité anti-10A. Ce qu'on surveillera régulièrement également, c'est la fonction rénale. Et puis, même si le risque est faible de déclarer une TIH, on va quand même surveiller les plaquettes. Alors, c'est vrai qu'avant, on le faisait, c'était exactement comme pour les
les héparines non fractionnées, donc on faisait 2 fois par semaine. Au cours du temps, ça s'est un peu allégé, en fait, cette surveillance plaquettaire. Maintenant, ça dépend du tableau clinique, c'est-à-dire que s'il y a un contexte chirurgical ou des pathologies avec un risque hémorragique, on fera un suivi plaquettaire. Donc, pareil, 2 fois par semaine pendant 21 jours. En ce qui concerne le fondaparinux, alors même chose avant le traitement. Hein, je vous rappelle que le fondaparinux est éliminé par voie rénale aussi, donc on vérifiera la fonction rénale. On a vu qu'il était de maniement facile, donc pas de surveillance de l'anticoagulation, sauf les mêmes cas cités précédemment avec les héparines de bas poids moléculaire. On vérifie la fonction rénale et numération des plaquettes, donc à l'arrêt du traitement. Là, on a vraiment un risque de TIH qui est quasi nul, donc on va simplement vérifier avant, vérifier à la fin du traitement, mais c'est tout. Les contre-indications sont logiques. Hein. Alors là, de nouveau, on traite des héparines et du fondaparinux. Elles sont logiques. Hein. Lésions hémorragiques, tout ce qui est susceptible de saigner. Donc un ulcère digestif évolutif aussi, où on peut avoir une perte de sang importante au niveau digestif. Les AVC hémorragiques, effectivement. Toutes les lésions qui sont susceptibles de saigner. Les allergies à l'héparine, qu'elles soient cutanées ou que ce soit les VIH. Donc là, on a une contre-indication aux héparines et on a vu que dans le cas des allergies cutanées, on peut éventuellement mettre en place le fondaparinux. Et puis, on vérifiera bien la clairance à la créatinine. Si on a une clairance à la créatinine inférieure à 30 ml par minute, on a une contre-indication pour les héparines de bas poids moléculaire et le fondaparinux en traitement curatif. En ce qui concerne les indications de ces héparines et fondaparinux, alors c'est fonction de la spécialité, mais on distingue 2 choses, le traitement curatif et le traitement préventif. Donc, s'il y a déjà une thrombose établie, on va pouvoir utiliser ces traitements donc, en traitement curatif de ce qu'on appelle la maladie thromboembolique veineuse, MTEV, maladie thromboembolique veineuse, y compris l'embolie pulmonaire. Alors, ce sera un traitement qui va associer d'autres molécules, mais on aura déjà une héparine ou éventuellement un fondaparinux. Sinon, ce sont des traitements qui peuvent être utilisés préventivement de cette maladie thromboembolique veineuse, soit en milieu chirurgical, donc notamment orthopédique. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors d'une pose de prothèse de hanche ou de genou, vous avez quasi une chance sur 2, vous ne mettez pas en place un traitement préventif, de faire une phlébite. Une chance sur 2 de faire une phlébite s'il n'y a pas de traitement préventif. Après, ce qui se discute plus, c'est le traitement préventif en milieu médical chez les personnes qui sont immobilisées. On a dit que c'était un facteur de risque. Là, il faut vraiment qu'il y ait d'autres comorbidités, un contexte particulier pour mettre en place un traitement préventif par héparine. Hein, je vous disais tout à l'heure, on va plutôt mobiliser très rapidement. Le risque est quand même assez faible. On a quand même le risque de faire une thrombose est relativement faible. Et puis, ce ne sont pas des traitements anodins. Donc, la balance bénéfice-risque n'est pas forcément en faveur de la mise en place d'un traitement préventif dans ce cadre-là, chez ces personnes qui sont alitées donc, pour plus de 3 jours. Après, nous avons également des indications en cardiologie, et notamment dans les troubles du rythme cardiaque, fibrillation auriculaire notamment. Ces fibrillations auriculaires, elles favorisent l'astase veineuse au niveau des oreillettes et ça favorise la formation des thromboses. Nous avons 2 autres
molécule à voir encore dans ces traitements anticoagulants par voie parentérale, le danaparoïde et l'argatroban. C'est une diapo chacun, ça va aller beaucoup plus vite. Le danaparoïde sodique, Orgaran, c'est un RH, ça veut dire que c'est réservé à l'usage hospitalier. C'est également donc un polysaccharide un mélange de polysaccharides issu de la muqueuse intestinale de porc, mais il n'a pas la même composition que les héparines. Mais c'est le même mécanisme d'action, liaison à l'antithrombine, AT pour antithrombine, hein, comme précédemment, et inhibition sélective du facteur 10A. Effectivement, on est plutôt dans une masse moléculaire, 5,5 kg d'altone, qui est proche des héparines de bas poids moléculaire, donc des molécules qui sont plutôt courtes et qui n'auront une action du coup que sur le facteur 10A. On peut utiliser la voie intraveineuse ou subcutanée, une demi-vie d'élimination très longue de 25 heures et également une élimination rénale. Alors ces deux composés que je vous montre maintenant, ils sont intéressants justement chez les personnes qui ont des antécédents de thrombopénie induite par l'héparine ou qui font une thrombopénie induite par l'héparine. Il faut quand même bien les traiter, ces personnes, hein, par anticoagulant. Donc on est obligé d'arrêter l'héparine et il faut bien avoir une solution alternative. Donc le danaparoïde peut être intéressant dans ce cadre-là. Alors comme il y a quand même potentiellement des réactions croisées, on peut faire un test, on doit faire un test d'agrégation plaquettaire, c'est-à-dire qu'on va mettre en contact les plaquettes du patient avec le danaparoïde, on va voir si ça génère une agrégation plaquettaire. Facile d'utilisation, donc pas de surveillance biologique sauf cas particulier, c'est ce que nous avons vu précédemment. Une surveillance plaquettaire quotidienne. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Puisque ça n'induit pas de TIH. C'est simplement qu'on est quand même dans des cas particuliers de personnes qui ont eu ou qui font une TIH. Donc on va quand même surveiller de très près ce qui se passe au niveau plaquettaire. Il ne faudrait pas qu'on ait une réaction croisée. On va quand même surveiller la numération plaquettaire de près. Et il n'y a pas d'antidote spécifique pour le danaparoïde. Alors, l'argatroban, on est complètement dans un autre monde. Alors, je vous donne la structure vraiment à titre indicatif, mais simplement pour voir qu'on n'est plus du tout dans des polysaccharides. Nous sommes dans des petites molécules de synthèse. Là, on n'a du coup pas le même mécanisme d'action. Hein. Jusque-là, tout ce qu'on a vu, c'était des molécules qui se fixaient sur l'antithrombine, ensuite inhibaient la thrombine ou le facteur bêta. Là, nous sommes dans le cas d'un inhibiteur direct de la thrombine. Alors, pharmacocinétique, utilisation par voie IV, on a une demi-vie d'élimination effectivement qui est courte, d'1 heure. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans le cadre d'une élimination hépatique. Donc là, ça change, hein, ça peut être potentiellement intéressant chez les personnes qui souffrent d'insuffisance rénale. Alors, IR,